Julien Labarre, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences et chercheur en sciences politiques à la California State University. Merci d'être avec nous donc. Est-ce qu'en ayant dans son giron le Sénat, la Chambre des représentants et une Cour suprême à majorité conservatrice, est-ce que l'administration de Donald Trump est pour autant toute puissante ? C'est compliqué comme question. Si vous voulez, au Congrès déjà, le fait qu'il n'y ait plus la Chambre des représentants en jeu et que les républicains ont gagné la Chambre des représentants, ça pose déjà une condition évidente pour les 2 années qui viennent, c'est qu'il n'y aura pas de 3e impeachment du président Trump. Donc c'est déjà un contrepoids qui tombe, si vous voulez. On a semblé entendre quelques résistances au niveau du Sénat par rapport à certaines des nominations qui ont été proposées il y a quelques heures. Par exemple, la nomination de Matt Gaetz au département de la justice. Il semblerait qu'il y ait quelques voix dissonantes au niveau des républicains, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura moins de contre-pouvoirs qu'il y en avait lors de son premier mandat. Par ailleurs, on le sait aussi, les républicains disposent d'une majorité conservatrice à la Cour suprême, une Cour suprême qui d'ailleurs il y a quelques mois a donné une décision par rapport à l'impunité éventuelle du président élu. Aujourd'hui, le président des États-Unis dispose d'une immunité complète pour tous les actes commis ès qualité de président des États-Unis. Alors que Donald Trump veuille passer, vous évoquez ces nominations, outre l'approbation du Sénat précisément pour ces nominations, alors ça en dit long aussi sur l'exercice du pouvoir à venir, mais ça peut interroger, mais c'est tout à fait légal finalement. C'est tout à fait légal, mais ça a aussi dit quelque chose de l'efficacité éventuelle de certaines de ces nominations. Par exemple, on pense tous à la nomination d'Elon Musk et de Vivek Ramaswamy dans ce qu'ils appellent le département de l'efficacité gouvernementale. Ça n'est pas un département qui existe aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est créée de toutes pièces, qui n'a aucun pouvoir légal. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait voir certaines de ces nominations comme étant vraiment des coups de com'. Qui n'auront peut-être pas autant d'influence que certaines autres nominations dans des départements bien établis. Pour ce qui concerne Elon Musk et Vivek Ramaswamy, par exemple, je pense que leur rôle se limitera plutôt à celui de consultant plutôt qu'à celui de ministre. Quand John Thune, qui est républicain, mais qui n'est pas MAGA, donc pas dans la lignée pure de Donald Trump, est élu chef des républicains au Sénat, comme ça a été le cas aujourd'hui, pour prendre la succession de Mitch McConnell, qui a été en poste pendant 17 ans. Est-ce que ça peut contrecarrer justement un peu les plans de Donald Trump ? J'en suis pas du tout convaincu. J'en suis pas du tout convaincu pour une raison simple, c'est que le précédent leader des Républicains au Sénat lors de l'administration Trump numéro 1 était également un ancien réganien. C'était pas du tout un Trumpiste échevelé, si vous voulez. Mitch McConnell n'était pas quelqu'un qui était un fan absolu de Donald Trump. Il y trouvait son compte, puisque l'administration Trump proposait des actions qui lui convenaient tout à fait. Mais enfin, lorsque l'administration Trump, la première du nom, est arrivé à la fin de son mandat, Mitch McConnell a été très critique des actions du président Trump. Donc je ne pense pas que ce soit une question de personne. En réalité, si vous regardez le président des républicains au Sénat, il est, si vous voulez, captif d'une certaine façon des républicains qui auront voté pour lui. Et parmi ceux-là, il y aura une majorité de Trumpistes. L'un des freins à la toute-puissance éventuelle de Donald Trump, c'est la Constitution. Parce que, on le rappelle, les États-Unis sont un régime présidentielle, mais paradoxalement, la Constitution ne donne pas non plus tous les pouvoirs au président. C'est vrai, mais encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, la Cour suprême, qui est censée faire respecter et faire appliquer les dispositifs constitutionnels aux États-Unis, la Cour suprême a accordé au président en exercice une impunité totale pour les actes commis en qualité de président des États-Unis. Donc il y a beaucoup à craindre en termes d'éventuellement des dispositions constitutionnelles qui devraient empêcher certains abus de pouvoir. Le dernier rempart vraiment qui va sans doute tomber également, c'est la bureaucratie, ce qu'en France on appelle l'administration publique. Les fonctionnaires aux États-Unis sont en général des fonctionnaires de carrière. L'incroyable majorité des fonctionnaires aux États-Unis sont ce qu'on appelle des fonctionnaires de carrière. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont experts dans leur domaine et qui ont une forme d'indépendance, en tout cas c'est la tradition, d'avoir une forme d'indépendance dans l'application des lois et qui ont une capacité à résister
des ordres qui pourraient être illégaux, par exemple, ou qui seraient contraires aux intérêts fondamentaux de l'État. Le président Trump a affirmé déjà que lors du premier jour de son administration future, il remettra en place ce qu'il a appelé l'ordonnance Schedule F, qui lui permettra justement de licencier toute une partie de ses fonctionnaires de carrière, pas pour des questions de performance ou pour des questions de compétences, mais pour des questions d'allégeance. Quid des démocrates dans tout ça? Est-ce que leur opposition, leur voix, elle se fera entendre comment finalement? Par le pouvoir des États fédérés, par l'intermédiaire des gouverneurs, avec ces élections de mi-mandat? C'est déjà dans 2 ans? C'est déjà dans 2 ans et vu que la majorité républicaine actuellement à la Chambre des représentants est très, très, très marginale, il y a une possibilité assez importante que les démocrates récupèrent la Chambre dans 2 ans. Donc c'est l'objectif immédiat dans les 2 années qui viennent. La deuxième chose, c'est évidemment de se faire entendre à travers les médias. Ça, ce sera quelque chose d'absolument déterminant. Et puis ensuite, effectivement, il y aura peut-être une forme de résistance au niveau des États, puisque, comme vous le savez, les États-Unis, c'est un système fédéral où beaucoup des pouvoirs sont décentralisés et sont à disposition des États. Merci beaucoup Julien Labarre depuis Los Angeles. Je rappelle que vous êtes maître de conférence et chercheur en sciences politiques à la California State University. Merci. Merci à vous, bonne soirée.